Voilà, ça y est, on est en direct. Je pense qu'on est bon. Je vais juste vérifier. Alors bonjour à tous, on vient de lancer le live. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Ok, bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour à toi. Et donc là, on est en live sur Insta. On va faire un petit live, je pense, aux questions-réponses aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à propos des produits, n'hésitez pas. En tout cas, tout le monde nous entend. Ce qui est plutôt bien. Parce qu'on vend rien pour déboucher les oreilles, donc C'est vrai. il faut que les gens entendent bien. En attendant qu'on trouve un truc. Bon, quoi de neuf dans les études sinon ? Ça continue. Il y a pas mal enfin, c'est pas des études, c'est des reviews sur le timing de prise des suppléments. Donc les gens font un peu le bilan de ce qui existe. Donc Ouais. prise avant, l'importance de la prise de suppléments avant l'entraînement, après. Et puis, c'est à moitié nouveau, c'est l'importance stratégique de prendre de la protéine avant d'aller se coucher, faute de se relever la nuit, parce que c'est un peu avancé comme technique. D'ailleurs, je conseille à personne de se réveiller la nuit pour prendre un complément alimentaire. Par contre, l'inverse peut être fait si vous vous réveillez pour une raison X ou Y la nuit. Vous pouvez toujours prendre un complément alimentaire, surtout une protéine. À ce moment-là, Ouais, parce qu'à part la protéine, mieux vaut y aller léger sur les glucides, sauf si vous avez des problèmes à atteindre votre total calorique journalier. Dans ce cas-là, ça peut être une autre stratégie, oui, effectivement, de prendre un gainer la nuit. Mais bon, c'est vraiment des cas très particuliers. ouais. Mais ça peut arriver, hein, quelqu'un qui a du mal à manger assez, de rajouter un ou deux repas la nuit, ça multiplie les opportunités d'apport calorique et d'apport protéique surtout. De base, il y en a beaucoup qui, quand ils prennent une protéine avant de dormir, ils se lèvent quand même pour aller pisser la nuit. Hein. Donc ça peut être l'occasion d'en reprendre à ce moment-là. Mais bon, moi j'en suis de plus en plus à me demander si on se réveille pas et c'est qu'on se rend compte qu'on a envie d'uriner, mais je crois pas que l'envie d'uriner, à moins que d'un problème particulier, réveille. Ouais. C'est possible. On a une C'est un question. peu comme quand t'es loin de chez toi, t'as pas envie de pisser pour. Et puis plus tu te rapproches, comme par hasard, plus t'as envie, puis t'as du mal à trouver tes clés, alors là ça devient insupportable, quoi. Alors que 30 secondes avant, t'y pensais même pas. Donc il y a un aspect psychologique de tout ça qui est. Dans ce cas-là, tu prends ton glycérol avant de rentrer. Comme ça, t'es bien sur... Je suis même pas sûr que ce soit pas 100% psychologique. Ah, c'est possible. Parce que plus tu te rapproches, plus en général c'est ça. Puis t'es à 10 mètres de chez toi et ça devient intenable, quoi. Ce qui est quand même un peu étrange. C'est vrai. Tiens, on a une question sur le peptan. Quand on est sujet aux tendinites, faut-il mieux prendre 6 gélules matin et soir ou 4 matin, midi et soir ? Déjà, il faudrait passer sur de la poudre. Sûrement, ouais. Parce que 6 gélules... Faut répéter quand même, il n'y a pas de différence entre la poudre et les gélules, sauf le prix.
Ouais, et la quantité, parce que tu peux en prendre. Enfin, faut Ouais, prendre mais beaucoup plus de gélules pour arriver à une quantité raisonnable. après, c'est le prix au kilo qui coûte beaucoup plus cher si tu le prends en En, gélule, en quoi. plus, ouais, parce qu'il y a de la transformation supplémentaire. Idéalement, il faudrait au moins monter à 10 grammes. C'est une dose qu'on recommande. Donc, au niveau des gélules, ça fait 40 gélules, il me semble. Je crois que 10 gélules, c'est 4 grammes. Ouais. 20 gélules, ouais. Il faudrait 25 gélules, plus ou moins. Donc, idéalement, réparti matin et soir. Je sais, ça peut être intéressant de prendre aussi le midi, mais Bah, après, le problème, si possible, quoi. c'est mieux de multiplier les prises, mais c'est la meilleure façon de ne pas y arriver du tout, de faire un protocole très compliqué. Donc, Ouais. c'est un peu le problème des protocoles compliqués. Plus les protocoles sont compliqués, moins il va y avoir moins on va les utiliser, quoi. Après, si c'est matin et soir, ça peut être intéressant. Mais je recommanderais au moins 10 gélules le matin et 10 gélules le soir, et on arrive à 8 grammes, ce qui commence à être bien. Voilà. Le muscle wag, plus intéressant que l'isola en post-training. Pas forcément, ça va dépendre. Ouais, non, mais ça se vaut. Après, le principal, déjà, ce qui est important, c'est de prendre une protéine après l'entraînement. Ouais. Après, quelle protéine, c'est plus du détail que de. C'est plus en fonction de l'absorption, je pense. Si l'isola il est mal digéré, autant partir sur le muscle whey. Et après, il y a tout dépend de la fréquence du repas la durée du repas, mais c'est pas. En fait, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui va. Ça maximise, mais vraiment un petit pourcentage. Le plus important, c'est d'avoir une protéine. Et après, c'est plus prendre la protéine par rapport et à son retour qu'on a sur soi-même euh, que, qu'autre chose pour le moment, en fait. Hein. Petite question, je suis allergique au lactose. La muscle wax se digère bien. Est-elle recommandée en post-training? Comme on l'a dit, post-training, le tout c'est de prendre une protéine. Et après, c'est en fonction des allergies. Si c'est lactose, il faut voir si c'est vraiment le lactose, mais on peut recommander aussi juste de partir sur la egg ou la muscle whey, effectivement, qui est dosée qu'à 50% de whey, ou de tester d'autres protéines et voir s'il y a une réelle différence ou pas. Alors pour le glycérol, quand on veut atteindre la dose par kilo de poids de corps, est-ce que l'on prend de temps en temps, ou donc tout en même temps, et combien de temps pour monter à la dose par kilo poids de corps? C'est un peu compliqué. Après, la dose, moi, je doserais plus mon glycérol en fonction de la température qui fait, donc de ta transpiration. En ce moment, on est en été, mais bon, il fait pas très très chaud. Par contre, quand il y a un pic de chaleur, j'augmenterai un peu mon glycérol à ce moment-là. Je, plutôt que d'être à fond tout le temps. Après, la vitesse de montée, il n'y a pas de règle, hein, c'est toi qui la supportes. Mais je doserai mon glycérol en fonction de la température, en admettant que tu fasses toujours le même type d'effort. Ouais. Mais là, en ce moment, il fait bon, mais pas excessivement chaud. Mais par contre, être prêt à réagir en cas de pic de chaleur pour pas avoir cette fatigue qu'on a généralement quand tout d'un coup il se met à faire chaud, quoi. Ouais. À voir. Et pour la dose, ça va vraiment dépendre est-ce qu'il y a un inconfort ou pas. C'est à partir de là qu'on dose petit à petit. On recommande toujours de commencer bas pour monter progressivement aussi. Donc ça, c'est plus à voir. Euh, En diète cyclique, avec des jours hauts en glucides, a-t-on intérêt de faire ces jours hauts pendant les jours de repos ou d'entraînement? Oh, bah là, ça devient compliqué si tu te dis, si tu essaies de synchroniser tout a priori, oui, mieux vaudrait prendre les jours de haut en glucides, les jours d'entraînement avant l'entraînement, et puis les jours de repos, de toute façon, de manger un peu moins puisque tu consommes moins de carburant. Mais de toute manière, les trucs cycliques comme ça, c'est un peu du vaudouisme. Ouais.
Alors, idéalement les jours d'entraînement, parce que c'est là où Bah, tu dépenses, tu et puis tu as dépenses. besoin de récupérer. Mais bon, tu récupères les autres jours, mais t'as moins de dépenses caloriques. Donc tu peux en profiter pour manger un peu moins. Mais c'est de faire le yo-yo comme ça me paraît pas. Enfin, à des fins sportives, etc., ça me paraît pas une idée. Hmm. Ouais. Parmi toutes les créatines avec le label Créapure, y a-t-il une différence de qualité? Bah, si le label c'est Créapure, c'est-à-dire que c'est produit plus ou moins dans la même usine, au moins en Europe. Et il y a effectivement une différence de qualité qu'on va mesurer par la date de production de la matière première. Donc on peut choisir des dates et en fonction des dates, le prix diminue. Donc c'est plus après la qualité reste quand même stable, mais voilà c'est plus au niveau de la fraîcheur de la matière première qu'il peut y avoir des différences. Et donc, plus c'est frais, c'est pas comme le vin. Plus c'est frais, plus ça coûte cher. Et plus c'est vieux, moins ça coûte cher. Voilà. C'est pas comme le vin où plus c'est vieux, plus ça coûte cher. Après Et quand c'est jeune, ça vaut rien du tout. sur la créapure, il y a des fluctuations, mais c'est pas énorme non plus. C'est quand même, il y a quand même un bon label qualité, mais ça va dépendre de est-ce que ça a été reanalysé parce que la date est dépassée ou non, ou est-ce que c'est toujours dans la première période de péremption de la fabrication. C'est plus ça qui va influer sur le prix. On a une autre question. Vaut mieux répartir la dose de créatine ou une seule prise ne pose pas de problème? On est toujours sur la simplicité, donc le mieux c'est de prendre une prise et pas l'oublier. Après, je ne sais pas si vraiment il y a un effet. Si, enfin ici, mieux vaut répartir. Alors l'idéal, ce serait de répartir des petites doses à chaque repas. Mais ça, c'est l'idéal. Et Hmm. c'est, il y a des gens, c'est trop compliqué, ils vont oublier. Donc déjà une prise, c'est mieux que zéro prise. Mais deux prises, c'est mieux qu'une seule. Mais après, si je sais plus quel produit. Ah oui, on parlait du. S'il faut que tu prennes ton peptane à tous les repas, ta créatine à tous les repas, un peu de vitamines, un peu de minéraux, et je sais plus ce qu'on pourrait prendre d'autre, de la glutamine, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, la taurine, etc. Un peu à chaque repas, ça devient compliqué pour la plupart des gens. Ouais. C'est pour ça, on recommande. L'idéal, c'est de prendre la dose journalière requise et au mieux pour pas oublier. Donc plutôt que de scinder et au lieu de prendre par exemple 3 ou 5 grammes, on n'en prend qu'un parce qu'on a oublié les autres. Autant partir sur 3 grammes d'un coup le matin et comme ça on n'oublie pas. À 16 ans, peut-on prendre des compléments alimentaires ou est-il mieux attendre? Alors ça, c'est la définition des compléments alimentaires qui est compliquée, mais je ne sais pas si typiquement prendre des flocons d'avoine, ça rejoint le complément alimentaire ou l'alimentaire. C'est un peu pareil pour les protéines. Euh, Ouais, puisque comment la plupart des bébés, on leur prescrit des protéines en poudre. Donc après, on a le droit de t'en prescrire quand t'es bébé. Après, il faudrait attendre 18 ans pour pouvoir en reprendre. Et entre les deux, ce serait interdit. C'est des trucs un peu étranges, quoi. ouais, c'est à voir en fonction de, je pense, l'alimentation. Et puis des objectifs, enfin c'est surtout les objectifs. Pourquoi tu veux prendre des compléments alimentaires Ouais, et lesquels? Parce qu'évidemment, si c'est pour se goinfrer de caféine, c'est peut-être pas. c'est c'est pas forcément l'idéal. Ouais. Ouais. Non, là, on parle vraiment sur la base de protéines glucides. Pour le reste, c'est plus à voir en fonction. La cisticoline le matin à jeun se fait-elle absorber par l'intestin comme les protéines? Si oui, c'est mieux de la prendre après avoir mangé. Moi, j'ai pas remarqué qu'il y ait une différence. Bah, moi non plus. Euh, Après, chacun peut tester, mais c'est d'ailleurs ce que je recommande. On sait jamais si ça varie de personne en personne, mais moi, j'ai pas remarqué personnellement que ça. je pense que c'est. Il me semblait que c'était mieux de la prendre avec des lipides.
Mais ouais, là c'est, je sais pas, entre l'idéal et le réel, il y a quand même, c'est plus savoir. Parce que si les effets, ce qu'on veut sur l'acétycholine, c'est aussi d'avoir ces effets un peu de focus. Donc si les effets focus sont là, ça veut dire que l'absorption reste quand même bonne, malgré le fait qu'on n'a pas pris de repas avec. Prendre de la carnitine avant la séance, utile ou inutile? Ben, ça peut être utile à condition de ne pas faire une hypoglycémie. Donc tu le sens, hein, si tout d'un coup tu as la tête dans la lune et que tu n'arrives plus à te concentrer, c'est que... Mais ça peut aider pour l'endurance, contre la fatigue, etc. Parce que la carnitine a un effet rapide d'oxygénation des muscles. Donc ça peut aider effectivement à booster les performances et puis d'augmenter un peu la part des graisses que ton muscle utilise. Mais ça, c'est surtout avant l'endurance. Donc oui, ça peut être utile si tu fais pas d'hypoglycémie. Alors, différence concrètement entre la whey native et la whey isolate. Ah bah, ça veut rien dire ça. Les gens confondent. Bah, non, mais l'isolate whey, tu as un taux de protéines qui est plus élevé, une assimilation qui est plus rapide. Ouais, non, mais t'as de l'isola qui est natif aussi. Ouais, non, mais là, je pense que c'est plus isolat natif et whey, différence whey, isolate whey et whey, je pense, la question. Enfin, en restant dans les protéines natives. Parce qu'il y en a qui appellent de l'isola. Pour eux, de la whey, c'est que de l'isola. On ne sait jamais. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut être exact dans ses termes parce que. Où est-ce que la question c'est de la whey native contre de la whey fromagère? Ouais, bonne question. On va passer sur une autre du coup. Comment expliquer le fait que le protémuscle se mélange relativement bien à la différence du muscle whey qui mousse beaucoup? Bah, c'est parce qu'il y a de la caséine dans le protémuscle et du coup je pense que ça se... De manière générale, la caséine se mélange mieux que la whey. Donc c'est pour ça que le mélange mousse moins et la caséine absorbe mieux l'eau, donc elle se dissout mieux. Pouvez-vous reparler des différences entre votre whey et celle de MyProtein, sachant qu'elles ont le même fournisseur? Bonne question, je n'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme fournisseur. Bah, ça doit être Lactalis, c'est ça le. Ou Ingredia, je sais pas. De toute façon, il n'y en a pas 30 000 pour la France. Après, c'est toujours la même question, c'est quel est leur lot, qu'est-ce qu'ils utilisent, en sachant qu'il y a des teneurs qui sont pas normatives et qui sont moins... la teneur en protéines varie en fonction des lots, donc tout va dépendre. T'avais dit qu'il y avait un à la date. Si tu veux absolument une date de fraîcheur, le plus frais possible, ça va être plus cher. Si tu es prêt à prendre n'importe quel lot qui est en fin de vie, c'est moins cher. Même si c'est la même marque. C'est ça. Et la deuxième, tu avais dit de plus en plus, tu avais des offres de prix bas quand ils avaient loupé la filtration. Ouais, quand la concentration finalement en protéines était inférieure au standard pour être appelé isolat. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc c'est pas parce que ça vient du même fournisseur que c'est tout à fait la même chose. C'est ça. Alors, quelle est la différence entre l'avoine en poudre Nutrimuscle et l'avoine instantanée 100% avoine des autres marques? Alors ça, c'est une bonne question. Instantané, déjà, instant, ça veut dire qu'ils ont mis des produits chimiques pour que ça comme la protéine, pour que ça se mélange mieux. Ça fait peur déjà le mot, rien que le mot. Instant, ça existe depuis très longtemps. C'est pour que ça se mélange mieux. Mais bon, j'ai jamais eu de problème de mélange. Et après, il faut voir la provenance. Moi, je me souviens avant,
quand on achetait, c'est pour ça que j'ai demandé à Nutrimuscle de faire ce genre de produit, parce que quand on l'achetait par exemple en magasin bio, c'était dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse, hein. On aurait dit qu'on bouffait du carton et là on a quand même un produit qui est beaucoup plus qualitatif, même s'il est beaucoup moins cher qu'en magasin bio. Ouais, bah après, je pense que c'est pour De toute façon, plus le conditionnement est petit, plus ça coûte cher hein, de base. Donc, en magasin bio, c'est des trucs de 500 grammes, je crois qu'ils vendent 1 kilo. Ouais, non, mais c'était hyper cher, mais tu te dis, tiens, c'est de bonne qualité, mais c'était dégueulasse, dégueulasse. À tel point, d'ailleurs, au début, c'était la première remarque qu'on nous faisait, mais est-ce que c'est bon? Parce que j'en ai pris déjà et c'est très dégueulasse. Et tout le monde est surpris en général que ce C'est vrai, soit le goût soit. c'est vrai. Surtout Alors, la poudre, qu'on arrive à bien broyer. Ça connecte sur une question. Avez-vous une usine de production? On a bien une usine de production, ouais. Donc on va s'occuper et de faire les mélanges, les mises en gélules, typiquement sur des produits comme l'avoine, le thé vert, on va les broyer nous-mêmes euh, pour avoir les poudres. Le guarana, le maté, c'est pareil, ça nous arrive en feuilles ou en racines et on fait un broyage euh, au moment où on va les mettre en production. Donc ça nous permet de garder un peu la fraîcheur et c'est broyé et peu de temps après c'est mis en gélule et comme ça on travaille assez en flux tendu. mais enfin, vous produisez pas du lait ou Ah non, c'est. non, non, on produit Après, pas. il y a plusieurs, par production, il y a plusieurs choses qui peuvent s'entendre. Mais vous, en fait, vous achetez toutes les matières premières, vous produisez aucune matière première. Oui, exact, ouais. Ouais, ouais. Alors, éliminer les glucides durant les repas et prendre un peu de maltodextrine avant entraînement pour optimiser la perte de poids est-elle une solution pour en fonctionner pour un sport comme le MMA? Ben, c'est une solution, mais tu vas tirer la langue, hein. Ouais, C'est un peu le problème de réduire. Enfin, après, il faut voir jusqu'à réduire les glucides, jusqu'à quel point, mais plus on réduit les glucides, plus on fatigue, hein. Donc, faut y aller mollo. Mieux vaut faire un peu plus de MMA et manger plus de glucides que de réduire ses glucides et puis plus pouvoir faire de MMA du tout parce que ou sinon de te prendre tout le monde voudra te battre avec toi parce que tu seras tellement une larve que tout le monde te battra sans effort et toi tu vas prendre plein de coups et tu vas finir avec plein de pathologies. et il me semble qu'on en avait parlé d'ailleurs du fait de, plutôt que de réduire l'apport calorique, le mieux était d'augmenter la dépense énergétique. Après tu peux faire un peu les deux mais faut pas compter ou sinon la réduction aux glucides il y a vraiment y aller très 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 lentement parce que c'est un coup à finir vraiment très fatigué quoi. Ouais, ouais, Quand ouais. tu es très fatigué, tu penses moins vite et puis physiquement tu es moins capable. En MMA, c'est pas idéal. Enfin, sauf pour les gars qui sont en face de toi. Ouais. Y a-t-il un intérêt à se supplémenter en collagène et en glycine en même temps? Ouais, non, on a déjà dit que la glycine, faut pas compter sur la glycine pour récupérer des blessures, etc. La glycine, c'est plus pour aider à dormir, à récupérer mentalement. Et le peptane, c'est plus pour les articulations Ouais, et les tendons. Il faut pas, il y a vraiment une séparation entre les deux, même si dans le peptane, il y a un peu de glycine. ouais, ouais, bah, je crois que c'est pas l'acide aminé le plus présent dans le. Non, 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 c'est pas. En C'est celui-là, plus, non? c'est ni le plus présent ni le plus intéressant. Alors, question intéressante. Est-ce que la dédicace de tes livres va se faire en commandant sur Nutrimuscle? On devrait faire une opération comme ça. On devrait. On va y réfléchir, ça peut être sympa. On va t'envoyer des palettes de livres. Alors, on a une question sur la nouvelle caféine. Donc, on sort une nouvelle caféine là, qui va être en groupe de test euh, bientôt, qui est dosée à 95% de caféine. Donc, on a une caféine naturelle, c'est pas une caféine chimique. Ouais, exact. Faut peut-être déjà
expliquer la différence entre les deux. 99% de la caféine qu'on trouve dans les boosters, etc., c'est de la caféine chimique, donc de synthèse. Et là, c'est de la caféine de plantes, enfin de café, quoi. Donc, de la caféine naturelle. Exact. Et donc dans cette caféine, donc on est toujours sur le même producteur italien qui est spécialisé dans l'extraction de café vert. On est sur du café vert qui n'est pas torréfié. Et la différence avec la green caféine qu'on a, qui était dosée à 50% de caféine, donc là c'était du café en poudre, riche en caféine. Là on est vraiment sur de la caféine, une extraction de caféine. La différence, donc, c'est que le dosage de 50% passe à 95% et on élimine en fait presque toutes les autres molécules, y compris l'acide chlorogénique. Alors quand on teste ça au niveau du ressenti, l'effet est plus présent, donc c'est plus rapide. C'est pour avoir vraiment un effet boost immédiat, alors que sur la green caféine, on était plus sur... Il y avait un effet booster, mais un peu plus... le ressenti était moindre. On se sentait éveillé. Alors que là, sur cette caféine-là, on est boosté. Voilà, donc c'est une caféine biologique, donc c'est issu de café vert bio. Je pense que la plus grosse différence, c'est ça. Donc l'usage est légèrement différent. Moi, c'est moi qui te demande beaucoup de faire ça. Parce que le green caféine tout seul, ça me suffit pas et ça me booste pas comme je voudrais avant l'entraînement. Donc je veux pouvoir en augmenter la concentration sans toutefois être sur de la caféine pure. Alors ça peut paraître un peu pinaillé, mais on a déjà dit, la caféine pure, qu'elle soit nature, d'autant plus qu'elle est synthétique, c'est un peu dangereux pour le cœur. C'est pour ça qu'on passe avec de la caféine qui est extrait de plantes en gardant les autres molécules bénéfiques pour la santé. Mais pour moi, je voudrais une concentration un peu plus élevée quand même que 50%. Donc après, je fais un mélange des deux, en fait. Et chacun, comme ça, peut arriver à son mélange idéal. Ouais. À condition de vouloir augmenter la teneur en caféine. Parce qu'on ne peut pas la baisser, par contre. Mais on peut l'augmenter. Donc ça va être en cours de test, là, je pense la semaine prochaine, on va recevoir vous allez recevoir les premiers pots. Peut-on prendre des protéines au cours de l'entraînement ? Tu peux, à condition que ça te remonte pas et que tu les vomisses pas. Comme des fois on voit dans les vidéos, les mecs qui vomissent, quand ils vomissent, c'est qu'ils ont mangé quelque chose et puis que ça leur est resté sur l'estomac. C'est pas l'entraînement qui les fait vomir, c'est simplement qu'il y avait un truc dans l'estomac et ça passe pas, quoi. Donc si ça te perturbe pas ton entraînement, au contraire, si ça te booste et que ça te remonte pas et que tu vomis pas, oui, tu peux. Après, est-ce que c'est vraiment... Si, moi, c'est pour ça que je le fais, c'est que je sens que ça me booste. Ça lutte contre la fatigue, probablement à cause d'un apport, entre autres, en BCAA. Ouais, mais moi, ça me booste bien sur un entraînement qui est un peu long. Ouais. Si c'est un entraînement de 20 minutes et que tu as déjà mangé avant de t'entraîner, c'est moins utile. Mais sur un effort d'endurance, etc., de prendre des protéines, ça peut te rebooster. Et pour les gens qui veulent maigrir, c'est plus intéressant que de prendre des glucides. Pendant la session d'entraînement, du coup. Ouais. Voilà, parce que tu auras une moindre compétition avec tes graisses que tu veux brûler, tout en ayant un coup de boost. Exact. Alors, je dois prendre quoi pour régler un problème de syndrome rotulien mettant en jeu une faiblesse de mon cartilage ? Je prends déjà Peptan type 1, 2 et NAG. Bah, je pense que... après, il faut voir combien t'en prends, c'est pas le tout. Parce qu'il y a des gens, ils disent je prends du Peptane, je prends une gélule une fois tous les 15 jours. Effectivement, il en prend, mais... Donc, à partir de là, si tu en prends des doses raisonnables, il n'y a pas grand-chose...
pas grand Si chose de ce plus. n'est quelque chose qu'on ne vend pas, mais ce que je recommande toujours, c'est du silicone, enfin du silicium en crème que tu appliques sur ton genou. C'est le seul truc que je vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment une complémentation long terme. Il y a quelques études sur la glucosamine, mais c'est sur le long terme que les effets, qu'il pourrait y avoir des effets sur le cartilage. Vous en êtes à où sur les formules pré-post-workout? Bon, on y travaille. C'est un peu compliqué d'avoir des dosages qui puissent satisfaire au plus grand nombre. Et on a enfin, c'est pas vraiment un problème, mais on essaye de voir quel type d'arôme on pourrait mettre pour avoir un goût sympa et naturel. Donc c'est un peu c'est ça qui nous retarde un peu, je dirais. On pourrait sortir une version neutre, enfin nature, mais je sais pas si ça serait très bon à prendre. Est-ce que prendre 20 grammes de bicarbonate de potassium pendant l'entraînement, est-ce trop? Bah, c'est ton estomac qui va te le dire. Ouais, et ça dépend On a pas mal de cyclistes qui prennent ce genre de dosage, mais c'est sur des grosses séances. C'est ce que j'allais dire. Sur combien de temps tu le. Parce que si tu le prends en une fois en 30 secondes, c'est pas pareil que si tu étales la prise sur 3-4 heures, quoi. Ouais. Donc c'est ton estomac qui va te le dire tout de suite. Par contre, ça, tu le sais tout de suite. Ouais. Alors, on avait deux questions sur la K. Donc, la meilleure vitamine, donc K1 ou K2 contre le coronavirus, mais on va dire contre. Bah, c'était la K2, mais comment c'est pas parce qu'elles s'appellent K qu'elles font les mêmes choses. C'est vraiment la K1 et la K2 qui n'ont pas forcément grand-chose en commun à part leur nom. Et après, c'était justement quel est l'avantage de la vitamine K. Donc, est-ce que c'est dans son ensemble ou est-ce que c'est spécifique Ouais, à la K? ouais, c'est pour ça que je dis les vitamines K. C'est un peu comme les vitamines B, quoi. Ouais, en fait, il y a énormément de choses. Donc là, j'invite à lire la fiche produit où c'est très bien détaillé. On a mis plein d'études sur les différences entre K1 et K2, mais elles sont complémentaires et c'est vraiment les vitamines K plutôt que la vitamine K. Alors pourquoi vous ne proposez pas de bêta-alanine? On est en train d'y réfléchir. Il y en a une qu'on aime bien, mais qui est interdite en Enfin, qui Europe. est autorisée, c'est un peu différent. Elle n'est pas autorisée. Ouais, elle n'est pas autorisée. Elle n'est pas encore autorisée. Mais bon, ça met un peu de temps sur ce genre de compléments qui sont, je ne vais pas dire spéciaux, mais... Non, mais ils sont nouveaux. Dès que c'est nouveau, de toute façon, de toute manière, dès que c'est nouveau, c'est pas autorisé. Donc, il faut attendre l'autorisation. Ouais. On revient sur l'avoine instantanée, pourtant mentionnée dans les ingrédients, aucun produit chimique ajouté, seulement de l'avoine à 100%. Mais si c'est instantané... Alors, si elle est instantanée, c'est qu'il y a quelque chose de... Il n'y a pas de l'avoine instantanée qui pousse dans les champs. Non, mais en fait, c'est un souci d'écriture, parce que ce qu'ils mettent, c'est avoine instantanée, 100% avoine, donc c'est 100% de l'avoine qui est instantanée, mais il y a d'autres produits dedans. Et parce que instantané, ça désigne quelque chose. Ça veut dire que grâce à un ajout de produits chimiques, elle va très facilement se mélanger dans l'eau. Et je pense qu'en fonction du pays producteur, on n'a pas forcément besoin de dire la composition de cette partie-là. Mais si elle est instantanée, ça tombe pas, ça pousse pas sur les arbres, hein, l'instantané. Si c'est précisé, c'est comme les BCAA, il y a des BCAA qui sont instantanés. C'est pas juste un argument marketing, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui a été rajouté dedans. C'est instant. On avait une question sur quelqu'un qui est végétarien, qui va presque devenir vegan et qui nous demandait pourquoi on ne proposait pas, quelle est la meilleure protéine végétale et pourquoi on n'en proposait pas. On en avait déjà parlé, mais pour le moment, les méthodes de fabrication d'extraction des protéines, d'isolation des protéines sont très chimiques et du coup c'est pas du tout
Si l'objectif est d'avoir un mode de vie, on va dire, sain, en fait, on n'est pas du tout dedans avec la consommation de ce genre de produits. C'est pour Sain ça. et bon pour la planète. Ouais, c'est les deux choses qui ne riment pas avec les protéines végétales pour le moment, parce que ça demande beaucoup Enfin, les protéines, non, les protéines en en poudre. poudre, ouais, pardon. Parce que ça demande beaucoup plus de, de processus pour pouvoir les extraire. Donc c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des protéines végétales, elles ne sont pas liquides de base comme le lait, donc ça demande de faire une isolation avec une liquide. On liquéfie la protéine pour isoler les végétaux, pour isoler la part de protéines. Donc c'est un peu compliqué et c'est assez chimique. Et ça se voit sur les animaux qui mangent beaucoup de végétaux, ils ont des systèmes digestifs qui ne ressemblent pas aux nôtres parce que c'est beaucoup plus compliqué de digérer que des végétaux pour en tirer les calories, les protéines, etc. Quoi. Ouais. On va mettre le replay sur YouTube aussi, hein, pour ceux qui posent la question. Mais sur cette partie-là, voilà, il devrait y avoir des avancées. Après, c'est pas vraiment l'idéal au niveau des acides aminés et on voit beaucoup de. Des avancées techniques pour des extractions plus Ouais, éco-friendly. exactement, ouais, c'est en cours. Comme le marché est gros, forcément les producteurs essayent de faire au mieux, mais c'est toujours. Le lait, ça fait plus longtemps que les protéines. Même s'il y avait du soja à la base, après-guerre. Hein. Oui, non, mais le lait, c'est depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est. Ouais, il y a beaucoup Après le plus de soja, connaissances. c'est plus entre les deux guerres, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a commencé à s'occuper du soja. Pour la simple raison que les producteurs se sont retrouvés avec beaucoup de soja, hein, c'est tout. Ouais. C'est pas parce que le soja c'est particulièrement bon ou quoi que ce soit, hein, c'est que c'est facile. Enfin, c'est facile à produire, pas trop cher, et puis les Américains se sont mis à en produire, c'est comme le maïs. Ouais. Ils ont subventionné ça, donc maintenant ils ont plein de maïs et ils font du sirop de glucose issu de maïs à tout va, il y en a partout quoi. Alors, je prends la K2 et l'ubiquinol depuis une semaine et je me sens un peu mieux côté forme. Je suis diabétique type 1 et je n'ai plus de mauvaises sensations, hypo-hyperglycémie. Est-ce une coïncidence? Bah, moi, non, je pense pas, mais je vois plus que ce serait du côté de l'ubiquinol, bien Ouais. que la K2 ait un intérêt contre le diabète. On avait fait un podcast là-dessus d'ailleurs avec Kaneka qui produit l'ubiquinol et il me semble effectivement qu'on abordait cette partie sur le diabète, donc c'est fortement probable. Ouais. Mais tant mieux. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a? L'avoine, on est toujours sur l'avoine dite instantanée d'une certaine marque, mentionne seulement de l'avoine dans sa liste d'ingrédients. Ce qu'il y a d'instant, il n'y a pas de miracle. Hein. Ça pousse pas dans les champs. Hein. De l'avoine instant, ça, c'est pas naturel. C'est qu'il y a quelqu'un qui a rajouté quelque chose. Alors, en fait, est-ce possible de ne pas mentionner la totalité des ingrédients? Oui, c'est possible dans le monde du complément alimentaire. Ouais, non, mais si tu mets instant, il n'y a pas de miracle. C'est pas, ça vient pas de. C'est qu'il y a eu une transformation de l'avoine pour qu'il soit instant, justement. Et il y a quelqu'un qui a rajouté quelque chose. Sinon, il n'est pas instant, c'est de l'avoine, point. Quoi. Mais il n'y a pas de l'avoine instant qui pousse dans les champs. Ouais. Pensez-vous à faire des packs de vos produits, car je suis un consommateur de pas mal de vos produits. Des packs, on va sûrement faire des packs pour aiguiller les personnes qui aient un peu des choses toutes faites. Ça sera intéressant.
Le problème du pack, c'est qu'il n'y a jamais exactement ce que tu veux dans le pack. Donc, Disons vraiment, si c'est le début, c'est bien. Puis après, le mieux, c'est quand même de prendre un à un ces compléments. Sur d'autres, on va probablement faire des mélanges en synergie, mais on est en train de réfléchir à ça. Mais ça peut être intéressant. moi, ce que j'avais proposé, c'est de faire des échantillons avec toutes les protéines et tous les arômes. Comme ça, les gens commandent ça en toute petite quantité et ils voient les protéines qui digèrent bien, celles qui ont bon goût, etc. Ouais, ça peut être sympa aussi, ça. Mais les packs, tu n'y arriveras jamais parce qu'il y en a un, même si, alors il y a un des produits du pack, il ne le prend pas, donc il ne veut pas le pack. L'autre, il dit, tiens, il y a tout ce que je veux, mais du collagène, j'en prends beaucoup plus, il n'y en a pas assez dans le pack. Donc, ou l'autre, il n'aime pas la fraise, donc c'est pas possible, quoi. Ouais. Techniquement, ce serait... C'est toujours compliqué de toute façon, ce genre de... On va voir ce qu'on peut faire. Mais qu'en prendre de la taurine, je ne comprends pas. Ben, ça dépend, parce que justement, la taurine a cette particularité que chez certaines personnes, ça va les booster à fond, donc elles vont avoir plus d'endurance, et chez d'autres, ça va les calmer, et ça aide plutôt à dormir, à se relaxer. Donc en fonction de ça, en fonction des effets que ça te fait personnellement, tu sais quand prendre ta taurine, parce que si ça te relaxe et que ça donne envie de dormir, ben forcément que tu prends pas ta taurine avant un effort. Par contre, si ça te booste à fond, tu prends pas ta taurine juste avant d'aller dormir. Donc, si ça te booste à fond, tu peux prendre ta taurine avant l'entraînement. Et si ça te relaxe, tu peux prendre après l'entraînement dans la soirée. C'est un peu comme le ZMB en fait, où chez certaines personnes, on a plus un effet de boost qu'un effet qui permet de s'endormir. Le glycérol pour un entraînement de boxe, qu'en pense Gundil? Bah, après, plus il fait chaud, plus c'est utile. Si ta salle elle n'est pas climatisée, effectivement, et puis l'avantage de la boxe, c'est que bah, de temps en temps, à intervalles réguliers, tu t'arrêtes et tu peux boire ton. Donc tu peux avoir des grosses quantités à boire. Tu peux même sûrement entre deux aller aux toilettes s'il faut. Donc, mais bon, tu iras moins aux toilettes avec le glycérol, mais pour la boxe, c'est assez simple de prendre du glycérol s'il fait chaud ou si tu transpires beaucoup. Ouais, c'est toujours intéressant de tester et puis de voir vraiment si ça a une utilité ou pas pour... Non, mais pour les sports de méga endurance, s'il faut que tu te traînes une bouteille de 1 litre ou 2, c'est embêtant, mais à la boxe, l'avantage c'est que tu la poses près de toi et ta source de glycérol, elle t'embête pas, quoi. Quel complément pour soulager l'inflammation d'un nerf fessier? Ouf, ah bah là, ça devient compliqué. Ouais, bonne question. Il faut déjà agir. Pourquoi tu as un problème? Qu'est-ce qui a irrité le nerf? Un, et deux, s'il y avait un truc, ce serait pas quelque chose qu'on vend, mais ce serait ce qui est utilisé pour dormir, j'ai plus le nom. C'est comme ça, à cause de toi, j'ai fait les cuisses, et puis comme tu as repoussé le podcast, j'ai fait plus de séries que prévu. Donc, la mélatonine, voilà, c'est le numéro 1. Après, tu peux essayer la glycine aussi. Ouais. Et puis, peut-être le produit dont on parlait, la citicoline. C'est des choses un peu comme ça, mais c'est un peu compliqué, du coup. Est-ce que la glycine est réellement efficace sur l'excès de méthionine? Alors déjà, est-ce que tu as un excès de méthionine? C'est la première question. Et puis les trucs un peu vaudou, etc. J'ai pas de... moi, ça me dit rien en tête sur les lectures d'études, mais ça, c'est plus à creuser. Là, j'ai pas la réponse. Ouais, non, mais déjà, est-ce que tu as un excès de méthionine?
On avait aussi une question sur la mélatonine et les GABA. Pourquoi on n'en fait pas? C'est la mélatonine, on est très limité sur le dosage. Euh, pour le moment, c'est pas forcément une priorité. C'est la législation qui empêche de faire ce qu'on voudrait faire. Parce que sinon, ce serait entre guillemets facile, mais la législation et puis le GABA, je sais pas si c'est vraiment autorisé en plus. Il y en a beaucoup qui en vendent, mais est-ce que c'est légal? Si, je pense. Enfin, c'est pareil, je pense que Je n'en mettrais pas ma main au feu. c'est une histoire de dosage aussi, il me semble. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment creusé encore la question là-dessus. Une question sur aussi les omégas qui le donnaient envie de vomir. Alors là, Parce qu'il te remonte, soit le cachet est trop gros et tu as du mal à l'avaler, soit ça remonte. en fait, pourquoi on sent le goût qui remonte un peu, c'est que dans l'estomac, une fois que la gélule est ouverte, les omégas, enfin les graisses, elles vont remonter en surface du bol alimentaire et c'est pour ça que tu les sens. Ouais. Mais plus tu manges, plus tu vas diluer tout ça, quoi. En fait, il faudrait voir, c'est peut-être aussi à regarder sur le timing de la prise et adapter. Est-ce que c'est mieux pendant les repas, en dehors? Ça peut donner aussi une idée, je pense. C'est mieux pendant les repas, puis après, il faut voir la dose. Je sais pas pourquoi, il y en a qui veulent en prendre des méga doses, donc... Ouais. J'essaie de consommer un minimum de compléments. Je prends parfois des cures de magnésium. Fatigue, stress. Que pensez-vous du magnésium, notamment le mode d'extraction? Ouais, non, mais déjà, je comprends pas trop l'idée de faire des cures de magnésium. Ça voudrait dire qu'à certaines périodes de l'année, tu en as beaucoup besoin, et puis d'autres, plus. Alors, à la rigueur, je pourrais le comprendre pour la vitamine D. En été, tu te mets au soleil, donc tu as moins besoin de vitamine D. Mais vu que le magnésium, il arrive que par oral et que tu en as à peu près toujours les mêmes besoins, si tu estimes que tu en as besoin à un moment, pourquoi tu priverais ton corps? Parce que ça se stocke pas trop le magnésium. Quand le corps il en a plus, ça se passe pas très bien. Ouais, Contrairement à la vitamine D qui se stocke. c'est ça. Les cures, il y a quelques compléments, on va recommander, qui sont intéressants à prendre en cure parce que. Après, ça dépend du style de vie. Hein. Mais la vitamine D, bon, ça me choque moins, effectivement. Ouais. Mais le magnésium, je comprends pas trop. La vitamine C, les gens en prennent en hiver, soi-disant pour l'immunité. Mais bon, des saloperies, même en été, il y en a qui peuvent te tomber dessus. Donc, pourquoi tu priverais ton système immunitaire? Je sais pas. Enfin, après, les gens ont des façons de penser qui sont un peu bizarres. Mais... Parce que ça voudrait dire que tu prends un produit, mais comme il est hyper dangereux, il faut que tu l'arrêtes de temps en temps pour que ton corps il s'en débarrasse. Enfin, je vois pas trop, quoi. Après, au niveau du mode d'extraction, il y a plusieurs formes de magnésium, mais Il y en a plein, oui. On va plus parler d'assimilation et de prix, c'est ça qui nous intéresse en fait. Et au-delà de tout, moi c'est ce que j'avais remarqué depuis longtemps, ce qui compte le plus dans le magnésium, c'est la dose totale si tu en as besoin, surtout si tu as du mal à l'assimiler. C'est la dose totale qui compte plus que la forme elle-même. C'est ça. Donc ça sert de temps en temps à rien, ça sert à rien de prendre des formes coûteuses, alors qu'on pourrait avoir, il y a des formes moins chères qui permettent d'atteindre cette dose-là. D'en prendre plus, ouais. Parce d'en prendre un tout petit peu d'une forme très chère, c'est risqué. Ouais.
ça revient moins cher de J'avais prendre une forme. Nous, on a du citrate, mais le citrate, j'avais c'est dit. pas excessif. Ouais, vas-y. Non, je disais que le citrate, c'est pas excessif et c'était une forme qui permet d'avoir une double action et de pouvoir prendre des doses assez élevées, justement. Parce qu'il y avait un exemple dans la littérature scientifique d'une bonne femme qui avait pris la forme la plus chère de magnésium qui, soi-disant, s'assimile hyper bien, etc. Et elle était tombée malade et ils avaient mesuré qu'elle l'assimilait absolument pas. Et c'est pour ça qu'elle était tombée malade. Donc c'est pour ça que je préfère en prendre beaucoup. Parce que après on parle de l'assimilation, mais il n'y a pas que l'assimilation. Il y a la vitesse à laquelle on élimine le produit. Donc si tu l'assimiles bien, mais que tu l'élimines très vite, c'est pour ça que tu as intérêt d'en prendre beaucoup tout au long de la journée pour qu'il y en ait en permanence plutôt qu'un tout petit peu qui va être très vite éliminé et puis le corps va puiser dans le peu qui reste pour survivre tout le restant de la journée, quoi. Donc c'est plus compliqué que l'assimilation en elle-même. Comment baisser la prolactine chez un homme avec un complément ou autre? J'ai déjà arrêté le soja. C'est compliqué, en général c'est avec des médicaments qui baissent la prolactine. Déjà il faut savoir pourquoi t'en as trop, mais là c'est plus du domaine de l'endocrinologue, hein. Si tu as vraiment trop de prolactine, c'est un problème médical. Alors, encore une question. Y a-t-il un rapport créatine, accélération de perte de cheveux? On a beaucoup cette question, mais... On avait déjà parlé. La prochaine fois que tu vois un chauve dans la rue, tu lui diras que c'est parce qu'il prend trop de créatine et que c'est comme le gars qui disait que comment tu prenais de la créatine, tu pourras plus bander. C'est des légendes urbaines. Les gens aiment bien se faire peur. De base, déjà, ça a une mauvaise réputation de base, donc ça vient alimenter le... Si tu dois perdre tes cheveux, malheureusement, créatine ou pas de créatine, et puis le gars qui aura une tignasse toute sa vie, il peut prendre toute la créatine qu'il veut et il perdra pas ses cheveux. On avait une question aussi sur les myostatines. J'essaye de la retrouver. Ou les bloqueurs, j'imagine que c'est sur les bloqueurs de myostatine. Ça marche pas. Ouais. Et on sait pourquoi maintenant ça marche pas d'ailleurs. C'est quoi la question exactement? Ah bah, je l'ai plus là. Ah bon? Ouais. Non, mais on peut parler de la myostatine. C'est la première hormone qui a été découverte qui, en fait, on connaissait des hormones anabolisantes, donc qui faisaient grossir le muscle, des hormones catabolisantes, donc qui détruisaient le muscle. Mais la myostatine, c'était la première hormone qui bloque en fait la croissance du muscle. Alors c'est pas spécialement catabolisant, mais si par exemple on a un organe comme le foie qui a à peu près toujours la même taille, le cœur il a toujours la même taille, c'est qu'il y a des hormones qui contrôlent justement cette taille pour pas que un organe devienne très très gros. Imagine que le cœur il prenne de la masse, il prenne de la masse, il prenne de la masse, ce sera embêtant. Et malheureusement, on a plein d'hormones comme ça qui font ça aussi pour le muscle, qui ralentissent sa croissance au maximum. Alors, il y a plein de bloqueurs de myostatine, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est que la myostatine, historiquement, c'est la première hormone de ce type-là qu'on a découvert, mais malheureusement, il y en a plein d'autres qui, qui ont la même fonction que la myostatine. Donc, il faudrait toutes les bloquer. Ouais, On ne connaît pas toutes les hormones. Par contre, ça ne marche que chez les animaux qui n'ont pas de myostatine à la naissance. Et je pense que si ces animaux n'ont pas de myostatine à la naissance, c'est que toutes ces hormones qui contrôlent, qu'empêchent les croissances excessives d'organes, elles sont bloquées à la naissance. Parce que si tu bloques spécifiquement la myostatine chez un animal adulte, c'est pas impressionnant. Et alors chez l'homme, c'est négligeable. Alors on a deux questions sur des plus petits formats, notamment pour la sticoline et la glucosamine. On va y réfléchir.
On entend souvent que la dose de 5 grammes de la créatine, est-ce qu'il faut plus pour un mec de 90 kg relativement sec pour saturer les réserves? Bah, tu sais, ce qui sature les réserves, que ce soit 3 grammes, 5 grammes, à la longue, tu arrives toujours à saturer. C'est juste une question de temps. Pourquoi ils prenaient 20 grammes, les gars, sur les études? C'était pour les saturer en une semaine. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, à la fois monétairement et t'es pas obligé de vouloir un effet maximum très très vite. Donc 5 grammes, c'est déjà pas mal. S'il te faut 2 semaines au lieu de 3, enfin 3 semaines au lieu de 2 pour saturer, Ouais, le plus c'est important, c'est vraiment la prise continue, quoi. continue, quoi. Il faut être constant dans son apport. Le live va bientôt finir, hein. Il nous reste, je pense, 2 ou 3 minutes. Donc, euh, si vous avez les dernières questions, on est preneurs. On avait une question aussi sur la congestion et la bêta-alanine, je crois que j'ai vu passer. Non, l'arginine. Bah pareil, c'est quelque chose, tu sais assez vite si ça marche, t'en prends 2, 3 jours et tu vois si tu congestionnes mieux ou si tu congestionnes pas mieux. Ouais. Si, enfin disons, allez, on va le dire en une semaine, tu sais si ça marche ou si ça marche pas pour toi, quoi. Et après, tu peux tester la citrulline. Il y en a qui ont plus d'effet avec la citrulline, il y en a qui ont plus avec l'arginine, et il y en a qui ont plus avec le mélange des deux. D'ailleurs, il y a... Ouais, moi, ce que je préfère faire, c'est alterner. Par contre, là, on peut faire des cycles, effectivement. Quand tu sens que ça marche moins bien, plutôt que d'augmenter les doses, mieux vaut passer au suivant, Ouais. c'est-à-dire la citrulline, pendant un certain temps. Et puis après, quand la citrulline, tu sens que ça marche moins bien, bah, tu repasses à l'arginine. Alors, vous avez différents collagènes, lequel pour la peau vous conseillez? Le type 1. Ouais, c'est le 1, le moins cher, donc pour la peau. L'autre, c'est plus pour des tissus qui sont durs, comme les cartilages de genoux. Ouais, d'ailleurs, sur le 2, il commence à y avoir de plus en plus de... Enfin, c'est en cours, il y a pas mal d'études qui sont en cours dessus, donc on aura... Ça va être assez sympa de voir les résultats. Alors, le mélange idéal pour une séance de muscu, bah, ça dépend. BCA, une dose de sucre tout au long de la séance ou avant la séance? Bah, ça dépend de quelqu'un qui voudra sécher, de prendre du sucre, ce sera pas l'idéal. Donc c'est difficile de dire si tu nous donnes pas, un, tes objectifs et deux, un peu ta problématique. Quels sont les points faibles que tu as métaboliquement qui Ouais. t'empêchent de progresser le plus? C'est les 2 points qui permettent de déterminer une supplémentation. Un, ses objectifs et deux, ses points faibles métaboliques. Mais pas le contraire, d'avoir une formule passe-partout qui marcherait pour tout le monde. Ouais, on en revient un peu à la question des pré-intra-workout, mais c'est exactement le... C'est pas quelque chose... On peut pas en faire un pour tout le monde, en fait. Donc Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas idéal, c'est loin d'être idéal. Ouais, c'est pour ça que ça nous intéresse pas trop, mais... C'est un peu de la poudre au vent, la poudre aux yeux, je veux dire, on fait miroiter un produit miracle, mais avec des ingrédients bateaux, d'ailleurs tu sais pas combien il y en a vraiment, d'où ils viennent, etc. Ça permet de noyer le poisson, de mettre des ingrédients de mauvaise qualité et souvent sous-dosés, mais c'est loin d'être idéal. Ouais. Si tu rajoutes de la caféine, comme ça, de toute façon, les gens sont boostés, donc ils ont l'impression que ça marche. Mais tu as 200 ingrédients dans ton produit, il y en a qu'un qui produit tous les faits, quoi. C'est la caféine. C'est pour ça que c'est souvent très dosé en caféine, ce genre de truc. Ça Ça. masque la misère mais ça fait de la caféine qui est très chère au kilo, du coup. C'est ça. Voilà, Et, et elle est synthétique en plus. merci à tous. Il nous reste vraiment très peu de temps, donc ça va couper. On a fait un petit live, on a changé un peu l'horaire pour voir ce que ça donnait. Mais ne vous inquiétez pas, on va le reposter sur YouTube.
Et ça sera aussi mis sur Insta. Merci à tous en tout cas. Bonne Bonne journée. soirée, au revoir.